bienvenue pour cette nouvelle conférence de la Pulpe. Une conférence qui marque le début ou le tout début d'une opération qui s'appelle Bal et Pâtes, qui se déroule sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes du Haut-Lignon, avec le principe et la philosophie de travailler sur l'inceste, à la fois en termes de prévention, d'information. Donc c'est passé hier et avant-hier une formation à destination des professionnels de l'enfance, centres de loisirs, crèches, personnel des médiathèques, voilà, toutes ces personnels-là qui ont été sensibilisés au sujet. On a travaillé avec Lionel Beauchot ici présent et qui va donner la conférence de ce jour. Nous sommes accompagnés sur cette conférence également pour pouvoir vous donner des ressources si vous le souhaitez, par l'association Justice et Partage, qui a une permanence au Chambon-sur-Lignon 2 fois par mois, les 1er et 3e mercredis du mois. Voilà. Et nous sommes également accompagnés sur ce projet par une compagnie artistique, donc avec un spectacle qui sera proposé aux scolaires. Donc c'est un spectacle qui annonce le sujet tout en pudeur et en douceur, puisque l'idée c'est pas non plus d'aller dans des propositions choc. Et ce spectacle est accompagné d'un album qui s'appelle Les Bisous Interdits, que vous pouvez retrouver à l'issue de la conférence avec le partenariat de la librairie La Boîte à Soleil. Et nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui Joël Rélier, qui est l'illustrateur de cet album, l'autrice étant Mélanie Limousin, qui est aussi comédienne dans la compagnie des Chimères, qui nous accompagnera sur le projet. Je profite juste de 2 minutes pour vous donner les prochaines dates. Donc le 2 mars, nous aurons Paul Dietschi, qui est le commissaire d'exposition de la proposition du lieu de mémoire sur les Jeux Olympiques miroirs des sociétés et comment les Jeux Olympiques ont toujours été un outil de propagande. Et enfin, au mois d'avril, nous accueillerons Alexandre Royet et nous parlerons d'environnement, de climat. Je cède immédiatement la parole à Lionel et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Merci beaucoup. Merci Fabienne. Merci de me donner la possibilité de poursuivre cet engagement qu'on a effectivement commencé hier et avant-hier. Et puis me revient la responsabilité de faire un petit bonhomme de chemin avec vous sur une question fondamentalement délicate, difficile, complexe, et puis délicate parce qu'elle concerne beaucoup d'enfants et bien entendu beaucoup d'adultes. Je vais donc moi vous dérouler là pendant 45 minutes à peu près, quelques éléments qui me paraissent des fondamentaux pour comprendre de quoi on parle. De quoi s'agit-il? Comment ça fonctionne? Et puis, évidemment, le point principal, c'est qu'est-ce que l'on peut faire? Et quelle est ici les possibilités, la responsabilité de chacun à sa place, humblement mais fermement, de pouvoir dire, nommer, intervenir pour mettre à mal, enfin, vous savez, ce qu'on connaît très bien dans les histoires d'inceste, c'est ces répétitions transgénérationnelles. De génération en génération, on a l'impression qu'il y a comme quelque chose qui serait implacable, une fatalité ou un destin. Or, ce n'est rien. Ce n'est pas le cas, en tout cas, ce n'est rien. Ce n'est pas le cas. Et peut-être l'enjeu de mes propos, mes propos sera peut-être de se dire que nous avons une possibilité, nous, pour briser ce cycle mortifère de la répétition. Voilà le chemin. Ensuite, on aura un temps d'échange et puis un court-métrage d'une dizaine de minutes qui s'appelle Pachyderme, voilà, et qui, bien sûr, est sur cette thématique et qu'on regardera ensemble. Alors, le titre c'est Inceste, une prise de conscience nécessaire, et puis il y aurait presque un sous-titre à ajouter, ça serait Oui et après.
parce que cette prise de conscience, elle a eu lieu à différents moments de l'histoire, elle a eu lieu à certains moments, et puis après cette prise de conscience, très souvent, on a remis le couvercle dessus. Donc une prise de conscience, c'est bien, là on est ensemble aujourd'hui, pour en prendre conscience, pour en prendre acte, pour en mesurer les effets, les préjudices, en comprendre, enfin, c'est aussi un vrai problème de santé publique, mais et après, c'est-à-dire une fois qu'on sera sorti tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait pour le tenir, pour ne pas remettre le couvercle dessus? Parce que c'est un sujet tellement délicat et tellement douloureux qu'en fait, naturellement, on a envie après de s'en détourner, de passer sur des choses plus légères. Alors c'est bien aussi de passer sur des choses plus légères, mais c'est bien aussi de se dire que voilà, on a notre part chacun à jouer. Alors, voilà, j'avais hésité à commencer par cette première diapo, parce que c'est un sujet, enfin, il n'est pas question non plus de faire violence, et en même temps, justement, c'est un sujet sur lequel on n'arrête pas d'en parler, mais on tourne autour. D'accord, finalement, l'inceste, c'est quoi? Et il me semble que, bah, oui, mettons les pieds dans le plat tout de suite. De quoi s'agit-il? L'inceste, c'est une violence sexuelle. C'est une violence sexuelle qui peut être d'ailleurs sur un enfant, mais qui peut aussi s'exercer sur un adulte. Et ces violences sexuelles, elles ont des noms, elles se nomment. Alors elles se nomment déjà dans le code pénal, hein, puisque le code pénal reconnaît deux qualifications, hein, des attouchements ou des viols. Voilà, ça c'est ce que l'on connaît, on a ces termes-là. Et puis il me semblait très important de rappeler que ces violences sexuelles sur enfants et ces violences sexuelles incestueuses, ça veut dire intrafamiliales, c'est ça le côté incestueux, ben ça pouvait aussi prendre d'autres formes. Et pour pouvoir le voir et intervenir, il faut peut-être déjà que ces formes-là soient nommées. Alors par exemple, ces violences sexuelles, elles peuvent se faire sous forme de masturbation. Une personne qui impose à une autre des actes de masturbation. L'inceste, ça peut être aussi l'exhibition sexuelle. À quel moment la rencontre avec la nudité d'un de nos parents, d'un de nos ascendants, peut être parfois banale, parce que voilà, dans les familles, on a un rapport au corps et à l'unité qui peut être très différent. Et à quel moment ça peut faire à l'enfant, ça vous a peut-être fait quand vous étiez enfant, une violence, quelque chose qui nous est apparu impossible, incroyable, intrusif, destructeur. L'inceste, ça peut être aussi des violences, ce sera des violences sexuelles, mais cette fois-ci sans contact physique. Ça a un nom, ça s'appelle l'incestuel. L'incestuel, c'est un néologisme qui a été créé en 1995 par un médecin psychiatre qui s'appelle Paul-Claude Racamier, et qui disait qu'on peut subir de l'inceste sans jamais avoir été touché dans son corps, dans ses familles, par exemple, où tout le temps est toujours sexualisé. L'enfant dit un mot d'enfant, et c'est perverti, traduit, mélangé. C'est sexualisé. L'inceste, ça peut être dans ces familles où les gestes et les postures des adultes et des parents, pareil, sont transformés. Les regards deviennent non pas des regards tendres, mais c'est des clins d'œil, c'est des choses sexuelles, sexualisées. Et dans ces familles, tout est en permanence sexualisé. Ce qui va faire aussi violence à l'enfant, et ça c'est important de le préciser, c'est que toute rencontre, c'est-à-dire confrontation d'un enfant
avant la puberté, à de la sexualité, ça fera toujours à un enfant une très grande violence. Ça, c'est aussi important de le poser d'emblée comme tel, et je voulais déjà pouvoir le préciser. Alors, l'inceste, qu'est-ce que c'est? C'est bien entendu une violence sexuelle qu'on impose à un enfant, mais c'est à la fois une violence sexuelle et c'est plus qu'une violence sexuelle. C'est au-delà de la violence sexuelle, l'inceste vise la destruction de l'enfant. Et vous savez que la violence sexuelle, c'est une des pires violences et que sur tous les théâtres de guerre, il y a des viols, qui sont une des armes les plus redoutables. Alors, du coup, j'avais envie de se dire qu'est-ce que c'est que l'inceste. L'inceste, c'est, comme je l'ai indiqué, c'est un acte qui mélange ce qui ne doit pas être mélangé. Alors, je vais être plus précis. Dans une famille, il y a un ordre générationnel. Il y a les enfants, et puis un peu plus haut dans l'arbre généalogique, il y a les parents, puis il y a les grands-parents. Et bien, entre parents et enfants, entre grands-parents et petits-enfants, il y a des choses qui ne doivent pas être mélangées et qui ne doivent jamais se rencontrer ni s'exposer. C'est la sexualité. Donc j'avais là sur cette diapo une phrase de l'Ancien Testament qui dit « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère ». L'inceste, c'est toujours une question aussi, c'est mais comment ça existe, comment c'est possible, comment cela peut arriver. Or, on nous dit que c'est un tabou. J'y reviendrai tout à l'heure. L'inceste, c'est souvent un profond malentendu, un gravissime malentendu, entre, alors un malentendu volontaire ou involontaire. Malentendu volontaire, vous le savez, on connaît tous ces histoires de pervers. Le pervers, c'est celui qui se nourrit de l'autre. Donc ça, c'est la confusion volontaire, et puis il y a des confusions involontaires, dont les effets sont pour autant toujours dramatiques et traumatiques. Quelle est cette confusion? C'est la confusion entre la demande de l'enfant. Un enfant, ça demande quoi à un adulte? Ça demande de la tendresse, de l'amour chaste, qui veut dire non sexuel, ça demande des câlins, ça demande des bisous. On est sur le registre très clairement de la tendresse. Et en face, cet enfant, malheureusement, va rencontrer un adulte qui, volontairement ou involontairement, peut-être qu'on pourra en débattre tout à l'heure de ce que c'est que le caractère involontaire, parce que ça vous paraît peut-être un peu troublant de le dire comme ça, et en le disant, je n'amenuise pas l'impact de la violence, mais en tout cas, voilà une demande de tendresse, chaste, non sexuelle, et un parent qui y répond sur un autre registre, complètement destructeur pour l'enfant. Le parent va y répondre sur le registre de la sexualité. D'accord? Deux niveaux. Or, vous le savez, un enfant ne demande jamais de sexuel, puisque pour un enfant, avant la puberté, il n'a aucune représentation de ce que c'est que la sexualité. Or, vous avez entendu, oui, vous avez forcément entendu cette grand-mère qui dira par exemple, si ma petite fille n'était pas venue sur les genoux de son papy, il ne se serait rien passé. Laissant entendre que la petite fille, ou le petit garçon d'ailleurs, vous voyez, s'était assis sur les genoux du grand-père pour aller demander du sexuel. Or, elle s'était assise sur les genoux de son grand-père, pourquoi? Pour faire un grand câlin, un gros câlin, chaste et tendre. Donc cette confusion de langage, cette confusion de registre, traumatique, dramatique. Et puis l'inceste, Pierre Legendre, il est anthropologue, il est aussi psychanalyste, il dit l'inceste est un attentat contre l'ordre de la filiation. Parce que dès lors qu'il y a de l'inceste, tout est mélangé et tout est confondu. Celui qui est censé me protéger, me faire grandir, mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, ma tante, mon oncle, eh bien, utilise sa taille, sa sagesse,
normalement, pour se retourner contre moi et non pas me protéger, mais me faire violence, me violer, abuser de moi et de mon corps. Et donc du coup, dès lors qu'il y a inceste, ça met un grand bazar dans la famille. Plus rien ne tient, tout est sans dessus-dessous, l'ordre des générations est mélangé, bafoué, et l'enfant est complètement perdu, tous ses repères vacillent. La question du tabou. D'abord, peut-être rappeler, parce que ça a fait débat pendant très longtemps, et aujourd'hui il y a vraiment un consensus chez les anthropologues, sur le fait que l'inceste, c'est un tabou universel. Toutes les sociétés du monde prohibent l'inceste, d'une façon ou d'une autre, hein, dans la façon de porter l'enfant, dans la façon... Mais effectivement, il y a une universalité de l'inceste. Alors, je dis ça parce que l'inceste, c'est pas un arbitraire. C'est-à-dire que c'est pas des gens, des professionnels, qui un jour décident d'interdire l'inceste parce que, je ne sais pas trop quoi, ce serait une idéologie du moment. Hein. L'inceste, c'est pas un arbitraire, c'est quelque chose qui fonde la société. L'inceste, c'est pas non plus culturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de culture qui font l'apologie de l'inceste. Et une culture qui commencerait à permettre la réalisation de l'inceste est un espace culturel qui se mettrait en grande difficulté pour continuer à exister. Et enfin, je dis que quand l'inceste, c'est pas un interdit, c'est-à-dire un interdit, c'est quoi? C'est, tout à l'heure, vous allez reprendre votre véhicule, vous arrivez à un feu tricolore, c'est un interdit. Quand il est rouge, on passe pas, quand c'est vert, on passe. C'est-à-dire qu'on est obligé de penser, et on a appris d'ailleurs, on a appris le code de la route. C'est un interdit, on l'a appris, on aurait pu construire autrement. L'inceste, c'est pas un interdit, c'est un tabou, c'est-à-dire que c'est un impensable. Quand on va bien, avec notre enfant, on ne se dit jamais, là je m'arrête, sinon je vais l'incester. Ou si vous voulez être dit, il faudra qu'on s'en cause. Parce que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que l'inceste, c'est quelque chose qui est normalement à l'intérieur de nous, qui est déjà posé, et on n'y pense pas, hein, on n'y pense pas, on ne s'interdit pas l'inceste, parce qu'en fait on l'a complètement intériorisé. L'interdit de l'inceste, c'est un fondement d'humanisation. Et l'inceste, c'est le mélange des identiques, c'est prendre comme objet sexuel son enfant. C'est confondre l'amour, le chaste et la sexualité. Hein, nous y reviendrons tout à l'heure. L'amour, j'aurais pu dire le lien. Le lien ne continue d'unir que s'il n'a de cesse de séparer. L'amour ne continue d'unir que s'il n'a de cesse de séparer. Alors je vais être plus précis. Au début de la vie, le bébé humain, même au bout de 9 mois dans la vie intra-utérine, le bébé est un grand prématuré. Le bébé humain, c'est sa singularité, sa particularité. Donc au début de la vie, ce bébé, il a besoin d'avoir une figure d'attachement, qui peut être un papa ou une maman, peu importe d'ailleurs, qui va être avec lui dans une relation totalement fusionnelle. Parce que la vulnérabilité du bébé, la prématurité normale du bébé, nécessite qu'un autre s'occupe de lui à 120%. C'est un amour excessif, mais normal au début de la vie. Sauf que il va falloir que très vite, cet amour, qui fusionnel et normal au début, permette très rapidement que l'enfant puisse grandir, penser, s'échapper, parler, rêver en son nom. L'amour ne continue d'unir que s'il permet la séparation. Eh bien, dans les familles incestueuses, ce qui est interdit, c'est justement l'autonomie de l'autre. L'enfant est un bout de soi qui ne doit
ni penser, ni rêver, ni s'échapper, pour qu'il puisse rester à tout jamais l'objet dont j'ai besoin pour satisfaire quoi, mes besoins. Donc l'amour ne continue d'unir que s'il n'a de cesse de séparer. Alors, peut-être pour que vous compreniez cette phrase mieux encore, il ne faut pas confondre séparation et rupture. Quand je parle de séparation, la séparation, c'est ces mouvements qui permettent de quitter l'être aimé pour mieux le retrouver quelques instants plus tard. La séparation, c'est vitalisant. La rupture, personne n'aime cela. Alors il paraissait aussi fondamental de vous donner quelques repères. Alors ces repères épidémiologiques, c'est-à-dire des chiffres, ils circulent de plus en plus et je pense que vous les avez en tête. Aujourd'hui, on estime, en France et dans les pays européens, que 10% des enfants vont subir une violence à caractère sexuel. Donc une classe de 30 enfants, c'est 3 enfants. Et ces violences sexuelles, pour 10% des enfants, sont, alors là les chiffres varient, mais sont entre, je l'ai tout à l'heure sur une autre diapo, 80-90% de ces violences sont incestueuses. Donc si 3 enfants, un enfant sur 10 est victime de violences sexuelles, dans 80-90% des cas, ces violences sexuelles sont intrafamiliales. C'est une réalité un peu âpre, c'est une réalité un peu impertinente, mais c'est effectivement les chiffres que nous avons aujourd'hui. Et puis, quand on est porteur d'un handicap, ça veut dire qu'on est plus vulnérable, eh bien le risque d'être victime de violences sexuelles et de victime de violences sexuelles incestueuses augmente considérablement. 3 fois en moyenne, peu importe le handicap, 5 fois de plus pour des enfants, par exemple, qui souffrent de handicap intellectuel massif. Pourquoi ? Parce que c'est effectivement des enfants qui ne pourront pas parler, ou s'ils parlent, leur parole ne sera pas crédible. Déjà, l'enfant qui parle bien, on a du mal en matière d'inceste de les croire. Alors les enfants qui présentent un handicap, d'emblée, effectivement, vont ne pas être crus. Vous voyez, 80% des cas, les auteurs de violences sexuelles sont des personnes qui font partie du cercle de confiance de l'enfant. Et je pense que ça renverse, ça met à mal, et l'idée que les auteurs de violences sexuelles, ou que les violences sexuelles se font à l'extérieur, dans un bois, dans un lieu inconnu, elles se réalisent malheureusement la plupart du temps à l'intérieur des familles, c'est-à-dire du lieu normalement qui est sécure et sécurisant. Alors, quand je dis 10% d'enfants victimes de violences sexuelles, c'est la stricte réalité, mais du coup on peut aussi voir les choses autrement. 90% des enfants vont bien et ne vont pas subir non plus ces violences-là. Mais 10% c'est pour autant effectivement énorme. Alors notre travail c'est quoi ? Et en tout cas c'est la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, quand je me déplace voilà, pour parler d'inceste. Et c'est ce qu'on fait, c'est pas simple, c'est parfois un peu douloureux, mais c'est un acte impératif. Notre travail, nous, c'est une posture, je ne sais pas si c'est un travail, c'est une posture, c'est de nommer les choses. Nommer les choses. La plupart du temps, l'inceste, on peut le voir, mais on le tait, on ne dit rien. Et là, je vous ai amené cette très belle citation d'Albert Camus qui dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, et ne pas les nommer, c'est nier notre humanité. » Ce qui organise l'inceste, on va le voir, c'est le silence. C'est chut, il n'y a rien à dire, circuler, il n'y a pas de questions à se poser. Ici, on ne réfléchit pas. Si vous êtes venu aujourd'hui, c'est que je pense que vous étiez très concerné par le sujet pour une raison ou pour une autre, et que j'espère que vous resterez
dans cette position de poil à gratter. D'accord? Voilà. De questionner là où personne ne questionne, de s'étonner, de s'interroger, de s'indigner, de se mettre en colère, d'alerter, de prévenir, d'en causer. Il y a deux interdits fondamentaux. D'ailleurs, vous voyez, j'ai fait une faute, ce n'est pas des interdits, c'est des tabous. Je suis pas raccord avec ma diapo de tout à l'heure. Le premier, vous le connaissez, c'est tu ne tueras point, tu n'as pas le droit de tuer ton père ou ta mère. Des fois on a envie, hein, mais c'est juste une envie, hein, on ne le fait pas. Hein, voilà, on n'a pas le droit de tuer nos enfants, là aussi des fois on a envie, mais on ne le fait pas. Hein, voilà. Et puis il y a un autre tabou fondamental, c'est le tabou de l'inceste, que moi je formule de cette façon, c'est tu ne retourneras pas dans le ventre de ta mère, de ton père. Mais ça veut dire aussi que moi, en tant que parent, je n'ai pas le droit de reprendre l'enfant à qui j'ai donné la vie à l'intérieur de moi. Peut-être que vous avez vécu ça, tous les enfants, ils font ça, à un moment donné, ils sont petits, puis ils jouent avec nous, puis à un moment donné, vous savez, ils se collent très très fort contre nous, presque ils nous font mal. Ça vous paraît que ça arrive qu'à moi? Non, rassurez-moi. Bon, ça va, non, mais des fois on a un peu peur. Et puis qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? On dit, aïe, tu me fais mal, tu peux pas faire ça. D'accord? On sépare les corps. Hein, tu ne peux pas faire de moi ce que tu veux. Ben moi, en tant que parent, je ne peux pas non plus faire de mon enfant ce que je veux. C'est pas parce que c'est mon enfant qu'il m'appartient. Et à partir du moment où tu es né, tu es séparé de moi et je ne peux plus te reprendre à l'intérieur de moi. Reprendre physiquement, reprendre dans la tête. Et donc il y a deux mauvaises directions dans la relation parent-enfant. La première, on n'est pas là pour en parler, mais c'est lorsqu'on donne la vie à un enfant et puis il y a quelque chose qui ne marche pas. On ne sait pas très bien pourquoi, mais à ce moment-là, moi en tant que parent, je ne ressens pas à l'intérieur de moi de la sollicitude et de la bienveillance. Ça s'appelle les carences et les négligences graves. Nous on parle aujourd'hui d'une autre mauvaise direction. C'est pas le risque du trop loin, c'est pas le risque du trop loin, c'est le risque du trop près. Parce que l'inceste, il se développe justement lorsqu'on ne peut pas se séparer et lorsqu'on refuse à l'autre la possibilité de grandir, de devenir quelqu'un, un sujet qui pense, qui a ses idées propres. Je vais vous lire un petit extrait d'ailleurs il est là sur le stand de la librairie, c'est le tout dernier tract de chez Gallimard, c'est une petite collection superbe. Et là, c'est paru avant-hier, vous voyez, c'est Édouard Durand, un juge des enfants, qui, je vous lis le petit paragraphe. L'inceste parental, dit-il, est un crime absolument, irréductiblement spécifique. L'inceste est la négation de l'identité, le piétinement, la destruction, l'absorption, l'aspiration, le déchirement de l'identité de l'enfant. Dans le regard de l'autre, de celui que l'enfant croyait bienveillant, indéfectiblement bienveillant, l'enfant ne trouve que la détestation de son identité. Quand l'agresseur me dit « tu es ma préférée, mon préféré », il faut entendre « tu n'es rien, tu m'appartiens ». Je trouve que, en plus de la violence sexuelle, pour l'auteur des violences incestueuses, l'enfant n'est rien, voire l'enfant n'est bon qu'à cela. Je vois que le temps passe vite, j'ai trop de diapos, je vais mettre un peu le booster, parce que j'aimerais qu'on garde aussi le temps de discuter, mais j'ai besoin de déposer aussi des choses indispensables. Ça reprend mes propos, ça reprend les propos d'Édouard Durand, bien sûr, et ça reprend mes propos de tout à l'heure sur l'impossible séparation. Il est nécessaire, je vais le dire tout simplement, il est nécessaire de soutenir le fait que l'enfant doit progressivement renoncer à aimer son parent plus que tout. C'est délicat ça pour nous en tant que parents. Quoique des fois ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien quand tout va bien. Parce qu'on est content que notre enfant, il adore aussi la maîtresse ou l'animateur. Dans les familles incestueuses, c'est insupportable.
Il est donc nécessaire de soutenir le fait que l'enfant doit progressivement renoncer à aimer son parent plus que tout, et que celui-ci, le parent donc, doit le laisser se détacher de lui, c'est-à-dire soutenir le mouvement qui va permettre à l'enfant, à partir d'un premier lien d'attachement, tout à l'heure j'évoquais cette phase fusionnelle, de se constituer comme sujet singulier, unique et acteur de sa vie. Dans les familles incestueuses, on ne soutient pas ce chemin de la séparation pour l'enfant, on en fait éternellement un objet qu'on va garder auprès de soi pour le dévorer. Alors la violence de l'inceste, vous le savez, c'est violent, c'est une violence fondamentale. Certains ont parlé d'ailleurs de crimes contre l'humanité dans l'inceste, demandant l'imprescriptibilité des poursuites pénales. On n'y est pas encore. Aujourd'hui, on a 30 ans après la majorité pour porter plainte contre des faits d'inceste. L'inceste, quand on est victime d'inceste, tout explose. Tous les repères explosent. Moi, j'ai une expression que j'utilise parce que j'accompagne des auteurs d'inceste depuis très longtemps. J'accompagne aussi des victimes et j'accompagne aussi des auteurs, dans le cadre d'une pratique d'expert auprès des tribunaux. Et je vois toujours combien, effectivement, lorsqu'on a été victime d'inceste, on est dégondé. Les victimes d'inceste, vous voyez, sont dégondées. Plus rien ne tient, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. L'inceste, c'est au-delà d'une violence sexuelle, c'est priver l'enfant de son identité. Ça produit de la confusion. L'inceste, c'est une confusion des sexualités, puisque l'enfant, il a une sexualité, moi je dis plutôt une sensorialité. Mais il a sa sexualité à lui, d'enfant, et puis il y a la sexualité des adultes, la nôtre, qui est dite sexualité génitale. Donc quand il y a l'inceste, il y a une confusion des sexualités. Il y a une confusion des rôles, c'est-à-dire celui qui est censé me protéger et celui qui m'agresse, qui me piétine. Il y a une confusion des sentiments, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. L'enfant ne demande toujours que du tendre, du chaste, et l'auteur y répond du côté du sexuel. Et puis il y a une confusion dans la filiation, parce qu'effectivement, normalement, quand on est un ascendant, un parent, un grand-parent, une tante, un oncle, eh bien effectivement, on doit rester à sa place. Or, dans l'inceste, tout est mélangé, sans dessus-dessous. Il me semblait intéressant de vous parler de la construction de l'inceste, qui va de la mise en place de l'inceste jusqu'à la sortie de l'inceste. Parce que si on se rend compte, c'est aussi que pour dénoncer l'inceste, mais c'est aussi pour, c'était mes propos liminaires, de vous dire qu'il y a une possibilité de s'en sortir. Et pour s'en sortir, on a besoin de vous. On a besoin de ceux qui ne sont pas victimes, j'ai dit tout à l'heure, et qui vont pouvoir entendre, s'indigner, réagir et porter ces faits si graves sur la place publique. L'inceste dans un acte, déjà, c'est la mise en place. Comment ça peut se mettre en place, cette violence inouïe, qui ne devrait pas exister et qui pour autant touche 10% des enfants en France. Alors la confusion est mal entendue, j'y reviens pas, je l'ai évoqué tout à l'heure. L'enfant demande du temps, du chaste, et un adulte va y répondre du côté du sexuel. Une victime d'inceste, c'est adulte ou enfant, c'est toujours une victime qui ne pourra pas réagir à ce qui lui arrive parce qu'il lui arrive quelque chose qu'elle ne comprend pas. C'est comme dans les histoires de viol chez les adultes, on dit à la victime, mais pourquoi tu n'as pas bougé, pourquoi tu n'as pas réagi, pourquoi tu ne t'es pas sauvé? Parce qu'il y a des phénomènes physiologiques de sidération traumatique qui mettent la victime dans une impossibilité de bouger. Et vous imaginez bien en plus dans l'inceste la dissymétrie entre l'auteur, qui est un adulte, un papa, une maman, une figure d'attachement, et l'enfant. Dans la mise en place, il y a bien souvent aussi du secret. Ce secret, c'est l'illusion d'une connivence, parce que c'est l'auteur qui va dire à l'enfant,
tu sais, c'est notre histoire à tous les deux, quoi. Alors tu le diras pas. Et quand il y a du secret, alors l'enfant il est en plus perdu, parce qu'en général, quand on est enfant, même quand on est adulte, d'ailleurs, si on a un secret avec moi, c'est que je suis quelqu'un d'important. Donc il y a une tromperie là-dessus. Et quand on a un secret avec un enfant, on crée avec l'enfant l'illusion d'une connivence. On l'enferme. Hein, et donc le secret, il va rapprocher la victime de l'auteur et il va éloigner la victime des autres membres de la famille. Il y a du chantage, très souvent. Si tu le dis, il va se passer des choses graves. Papa va mourir, maman va mourir, tes enfants vont être placés, tes frères et sœurs vont être placés. Voilà, un chantage. Et puis la culpabilité et la honte, ce qui est très étonnant, c'est que la culpabilité et la honte souvent sont plus portées par les victimes que par l'auteur. Et quand on est honteux, la honte c'est une émotion très 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 singulière qui fait que quand on est honteux, en général, on fait comme les chats qui vont mal, on se tait et on se terre. Et puis, évidemment, l'inceste c'est une violence sexuelle, elle est d'autant plus grave qu'elle est commise par celui qui est censé me protéger. En fait, tout cela construit du secret, ce que moi j'appelle le secret défense. Alors, pourquoi il y a du secret? D'abord parce que, encore une fois, l'enfant est un enfant, il ne sait pas ce qui lui arrive, puisque lui tombe dessus la sexualité qu'il ne connaît pas. Donc déjà, il ne peut rien en dire. Il n'a pas les mots pour le dire. Et il n'a pas le corps pour le penser. Et puis ce silence, il va protéger dans un premier temps l'auteur. Ah oui, parce que tant qu'on ne dit rien, bien l'auteur continue à fonctionner. Le silence parfois protège les proches du déshonneur. Tant qu'on ne le dit pas, on peut donner l'illusion d'être une famille comme une autre, qui fonctionne comme une autre. Hein, on ne montre rien. Et puis, évidemment, c'est en apparence, mais c'est que le silence peut protéger la victime de quoi? De la honte, puisque la victime, je vous le répète, souvent porte la honte de celui qui a agressé. À ce moment-là, hein, rien ne sort, rien ne se dit. Pour autant, il y a des signes, mais on est dans le secret défense. Ça, c'est acte 1. Voilà, avec un agresseur, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, mais qui est souvent quand même un agresseur qui est très, très fragile. Un système familial qui est fragile de longue date, souvent je vous dis de génération en génération, et puis l'acte 1 il se termine avec un enfant qui se trouve à un moment donné dans une place de victime sacrificielle. Il ne la choisit pas, il ne la désire pas, il ne la souhaite pas, mais il est dans un rôle où finalement s'il ne dit rien, tout a l'air de fonctionner de façon normale. Okay, l'enfant, lui, est pris dans l'impossibilité de le dire et dans un rôle finalement de protecteur d'une partie de sa famille. Tant que je ne dis rien, jusque-là, tout va bien. Évidemment, vous avez bien compris que jusque-là, tout ne va pas bien. Qu'est-ce qui permet, c'est l'acte 2, qu'est-ce qui permet de s'évader? Qu'est-ce qui permet à l'enfant de libérer sa parole? C'est plein de choses. Deux choses essentielles. C'est bien souvent la crainte ou la découverte que des faits de violence sexuelle incestueuse vont se produire, vont toucher mon frère ou ma sœur et souvent mon petit frère ou ma petite sœur. Si l'auteur d'inceste commence à s'en prendre à mon petit frère et à ma petite sœur, ça délie ma parole. Il n'y a pas que moi qui suis victime, et à ce moment-là, je peux commencer à parler, ne serait-ce que pour protéger mon frère et ma sœur. Et puis, ça c'est important parce que ça nous concerne aujourd'hui, c'est les paroles de l'extérieur. C'est, alors ça peut être une campagne de prévention nationale, un spot publicitaire qui parle de l'inceste, ça peut être un podcast, une émission radio, ça peut être un journal, ça peut être un ouvrage, un album jeunesse, ça peut être tout ça, et puis c'est nos paroles à nous. C'est-à-dire quelque chose, nous, qu'on va percevoir comme étant pas normal, glauque, louche, tordu, pas à sa juste place. Et nous, on va réagir. Enfin, quelqu'un
va réagir et dire quelque chose. Quoi? Dire quelque chose qu'à l'intérieur de ce clan, c'est pas possible. Donc nous avons, nous, une responsabilité dans notre responsabilité, on pourrait dire, d'indignation. Alors là, c'est la levée du secret. L'enfant a dit quelque chose et puis le secret se lève. Alors le secret, quand on entend des choses qui peuvent être des choses de violence sexuelle sur enfants, on a tous une responsabilité pénale. C'est qu'on doit transmettre cette information immédiatement aux autorités judiciaires. D'accord? Si vous pensez qu'un enfant peut être victime d'inceste, c'est bien d'y penser, sans en avoir la preuve, mais vous avez quand même de fortes... Vous êtes très inquiet parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais vous devez aller effectivement transmettre cela aux autorités compétentes. C'est l'assistante sociale, c'est faire le 119, c'est joindre les services de protection de l'enfance au conseil départemental, c'est aller trouver un adulte dont la responsabilité est de prendre les choses en main. Et puis pour l'enfant, pour l'enfant c'est un moment délicat, la levée du secret, parce que l'enfant il se pose deux questions, c'est qu'est-ce qu'on va faire de moi maintenant que j'ai dit les choses ou que quelqu'un a entendu. Il est à la fois protégé mais c'est difficile, et puis il y a une question aussi pour l'enfant, c'est qu'est-ce qu'on va faire de nous? Qu'est-ce qu'elle va devenir, ma famille? L'enfant croit encore que cette famille elle tient bien, or elle s'est déjà écroulée avec l'inceste qui a eu lieu. Et la levée du secret, donc ce qui est difficile aussi pour l'enfant lorsqu'il y a la levée du secret, c'est une étape inévitable mais douloureuse, c'est parce que la plupart des personnes qui vont révéler l'inceste vont être rejetées de la famille. On va dire, vous n'allez quand même pas le croire, de toute façon il a toujours été un peu débile, et puis il a un dossier MDPH, et puis il a des 10, et puis c'est-à-dire que toute la famille en général va se liguer contre l'odieux personnage qui a osé révéler ce qui ne devait pas être révélé. Et du coup, l'enfant qu'on a aidé à soutenir ces choses, c'est un enfant qui se trouve éjecté de sa famille. Alors du coup, quand on est un enfant, quand on a subi ces violences inouïes, quand on se voit rejeté de sa famille, eh bien, en général, dans la grande majorité des cas, l'enfant va se rétracter. Mais il ne faut pas entendre cette rétractation comme un mensonge, comme la preuve de son odieux mensonge, mais plutôt la rétractation comme la vérité de ce qu'il a dit. Pourquoi l'enfant il se rétracte? Eh bien, de façon un peu magique. C'est comme si je disais non, 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 c'est pas vrai, ça n'a pas existé. L'enfant a l'illusion qu'on va remonter le temps. On va recommencer la vie. Il y a 8 ans en arrière, on recommence et il ne se passera rien. La rétractation, c'est peut-être pour rêver et retrouver l'amour de ses parents, un amour enfin chaste, se rétracter pour effacer, revenir en arrière, tout recommencer. Et puis peut-être aussi que l'enfant se rétracte parce que ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu, c'est juste incroyable. Il n'a pas de mots pour le dire. L'enfant, dans les histoires de violence en général et dans les histoires d'inceste tout particulièrement, l'enfant n'est jamais le meilleur porte-parole de sa souffrance. Et il serait bon qu'on arrête de demander à l'enfant de dire ce qui lui est arrivé parce qu'il ne peut pas le dire. C'est à nous, adultes, d'entendre ce que l'enfant dit à moitié. D'accord ? Or, beaucoup de campagnes de prévention sont faites. Alors je vais le prendre autrement. Vous savez, c'est cette maman qui... l'enfant est victime d'inceste et qui lui dit « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Or, quand on creuse un peu, l'enfant il a toujours tenté de le dire, mais il n'y avait pas les paroles, les oreilles disponibles d'un parent pour l'entendre. L'enfant n'est jamais le meilleur porte-parole de sa souffrance, c'est notre rôle d'être le porte-parole de l'enfant victime de violence. Alors quelques mots sur l'accompagnement. Accompagner, c'est être à côté d'un enfant. C'est fondamental pour un enfant victime de violence et victime d'inceste qu'il
il rencontre quelqu'un qui puisse raisonner avec lui, qui puisse entendre sa souffrance, qui puisse le prendre par l'épaule. C'est une image ou pas une image ailleurs. Le soulagement de reconnaître que d'autres ont ressenti ce que nous ressentons est sûrement la plus grande expérience significatrice de l'humanité. Je dis, ou je précise, qu'un enfant victime d'inceste, il pense qu'il est responsable de l'inceste. Il pense qu'il n'est indigne. Et notre responsabilité, c'est de lui dire qu'il est, comme tout enfant, digne. Et qu'en s'approchant de lui, on le reconnaît comme un enfant digne et on lui permet de reconquérir sa dignité. Deux citations. Anne Dufour-Mantel, qui était une psychanalyste, philosophe, qui est décédée il y a quelques années, en sauvant des enfants de la noyade, dans un acte très courageux. Des superbes ouvrages d'Anne Dufour-Mantel, Éloge de la douceur, c'est des très très beaux ouvrages que je vous invite vraiment à lire. Toute son œuvre, elle nous a invités à passer de la fatalité à la liberté. Vous voyez cet inceste qui se produirait de génération en génération. Il est possible d'arrêter cela, de passer de la fatalité à la liberté. Et puis, une phrase qui porte à peu près le même message, c'est René Char qui dit que on a tous un héritage biologique, un héritage culturel, mais il dit notre héritage n'est précédé d'aucun testament. C'est-à-dire ce que tout enfant et tout adulte doit faire, c'est de ne pas être contraint de répéter ce qu'on lui impose de faire. Comment on se délie. Et dans l'inceste, je crois que c'est important, nous, qu'on puisse dire à l'enfant qu'il y a un autre monde, que celui qu'il a connu pour l'instant et qui était un monde organisé par la violence. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'accompagner? Qu'est-ce que c'est qu'être auprès d'un enfant ou d'un adulte, d'ailleurs, victime d'inceste? Parce que ça peut être aussi un adulte qui va vous le révéler un jour. Eh bien, c'est déjà juste entendre. On est là, on entend. Regardez. Alors, vous voyez, le plus dur est d'entendre ce qu'on a entendu. C'est tellement dur d'entendre l'inceste que vous risquez d'avoir des problèmes de cécité après. Donc il faut entendre, revenir, réécouter, et pas garder ça pour soi. Je le disais tout à l'heure, notre responsabilité auprès des enfants victimes d'inceste, c'est de prévenir les autorités. Être là aussi pour accueillir la plainte, la souffrance, ça fait mal. Je suis là, je peux l'entendre, je peux l'accueillir. Et puis, alors, il n'y a pas de gradation, quatrième point, c'est tous les points sont nécessaires. Activer la loi. Vous avez une responsabilité de prévenir les autorités judiciaires. Ça s'appelle activer la loi. Ça, c'est fondamental. Bien sûr, réconforter la victime, l'entourer de sollicitude, lui permettre de comprendre ce qui s'est passé. Or, l'inceste, ça brouille la tête. Et puis enfin, construire de l'intime, du pudique, du secret, puisqu'il y a un grand mot dans les familles incestueuses, c'est « tu dois tout me dire ». Tu n'as pas besoin d'avoir de secret. Or, effectivement, vous le savez, que la vie douce, c'est celle qui permet d'avoir des secrets. On a même des secrets avec soi-même des fois. On ne connaît pas tout de soi. Donc il va falloir redire à l'enfant que c'est bien d'avoir des secrets. C'est bien d'avoir un jardin secret. Et c'est bien que personne ne puisse rentrer à l'intérieur. Quelques mots encore, parce que je vois que mon temps est bien avancé et compté. C'est que quand on a été victime d'inceste, tout à l'heure je l'ai dit, on est dégondé, on ne comprend rien. C'est la désorganisation la plus complète. Et que comment on avance après l'inceste, comment on se répare, comment on apaise nos souffrances, comment on n'effacera pas cette histoire d'inceste. Ça, c'est le rêve des gens qui vont bien, que les gens victimes d'inceste arrêtent de nous en parler parce que ça nous fait mal. C'est effectivement pour les victimes d'inceste, faire de cette histoire d'inceste justement, de faire de cet inceste une histoire, un récit. Parce que quand on commence à faire un récit, on crée du temps et de l'espace.
On peut dire à un moment donné, bah oui, moi il m'est arrivé un jour quand j'étais enfant, c'était entre l'âge de 3 ans et l'âge de 6 ans, et je peux raconter éventuellement à quelqu'un que je connais bien, qui est proche, ce qui m'est arrivé. Hein, mon grand-père m'a fait ceci, mon grand-père m'a fait cela, mais c'était dans la maison, à la campagne, à cet endroit-là, et puis c'était entre l'âge de 3 ans et l'âge de 6 ans. Quand une victime d'inceste commence à construire une histoire, elle commence à construire du temps, et elle commence à s'éloigner du point d'impact. Hein, les victimes d'inceste, la plupart du temps, au départ, ne peuvent pas raconter ce dont elles ont été victimes, et elles ont besoin d'un conteur, de quelqu'un qui raconte pour eux, pour elles, ces victimes, une histoire qu'elles pourront enfin, à un moment donné, se raconter à elles-mêmes. Donc en fait, c'est reconstruire une histoire, hein, c'est ce que j'appelle le capital biographique, reconstruire du temps, reconstruire de l'espace. Hein, et pour pouvoir oublier, il faut d'abord pouvoir se souvenir. Je le dirais autrement, pour ne plus être victime à un moment donné, il faut déjà avoir été reconnu par la société comme victime. Pour ne plus être victime à un moment donné, il faut d'abord avoir été reconnu par la société comme victime, c'est-à-dire il m'est bien arrivé quelque chose. Je me répète là, mais c'est important. Hein, dans les familles incestueuses, il y a un maître mot, c'est il n'y a pas de questions à se poser. Eh bien, nous sommes là justement pour poser des questions. Hein, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on se retrouve, on commence un peu à en parler, et on va continuer à en parler. Et les 2 dernières diapos, et puis on ouvre à un temps d'échange, en espérant d'avoir pas trop saturé vos esprits. Ben quand on rencontre des gens, des enfants, des adultes qui ont vécu ces très grandes violences, il faut à la fois être lucide sur ce qui s'est passé pour elles, ces victimes, ce qui leur est arrivé, puis il faut aussi avoir de l'espoir. L'espoir, c'est quoi? C'est de continuer à être étonné, c'est-à-dire il s'est passé des choses très difficiles, très douloureuses, mais il y a d'autres choses qui peuvent s'ouvrir aussi. Alors, il y a des conditions pour cela. Il y a des soins, de l'accompagnement. Voilà. Je pense là, c'est plutôt à l'endroit des professionnels, et je sais qu'il y en a dans la salle, c'est que des fois, quand on accompagne des victimes, on construit des super projets. C'est bien d'avoir des super projets. Hein, mais la question, c'est est-ce que la personne qui est victime, elle est prête, elle? Est-ce que c'est le moment où elle pourrait rentrer et accepter notre projet? Alors, les professionnels, ils ont à construire des beaux projets, des choses extrêmement importantes, hein, adaptées pour ces victimes, mais accepter aussi que pour l'instant, elles ne puissent pas y rentrer. Hein, il y a un temps à respecter, il y a des étapes à respecter. Et puis, du côté de l'espoir, je crois que c'est fondamental, j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que nous sachions que la répétition d'inceste de génération en génération s'arrête dès lors qu'il y a un tiers qui met le pied dans le plat. C'est notre responsabilité. Ok? Cette famille incestueuse, on ouvre la porte et on va dire quelque chose. C'est là, effectivement, hein, on va dire c'est pas normal, la loi l'interdit, c'est là que la répétition va s'arrêter. Donc à la fois on protège l'enfant là, ici et maintenant, mais on protège aussi toutes les générations à venir. Donc si l'inceste ça se transmet parce qu'il y a du silence, parce qu'on ne dit rien, parce qu'on ne bouge pas. Dès lors où les choses se disent, en général, la transmission s'arrête. Et puis du côté de la lucidité, voilà, c'est juste lutter contre des poncifs. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, on a pu dire ce qui ne m'a pas tué m'a rendu plus fort. C'est pas vrai. Hein, quand quelqu'un dit ce qui ne m'a pas tué m'a rendu plus fort, c'est qu'en général, il a vécu des choses tellement difficiles qu'il a honte de dire ce qui lui est arrivé. Avoir subi de la violence ne nous rend pas plus forts aux violences à venir, mais nous rend beaucoup plus vulnérables aux violences à venir. On n'apprend rien de la violence. Donc ça, c'est très important de lutter contre ces propos qui banalisent la violence. Voilà, vous pouvez prendre le temps de lire un peu ce qui est dit.
former des professionnels, des médecins, des enseignants, les animateurs. C'est ce qu'on a fait là pendant 2 jours, hein, jeudi, vendredi, et puis qu'on continuera à faire. Voilà. Et puis c'est aussi, et peut-être ça sera un des derniers mots, c'est que les parents, les papas et les mamans, les parents, ne sont pas toujours les mieux placés pour protéger l'enfant. Oui, dans 90% des situations. Non, dans 10% des situations. Et ce que tout enfant a besoin, c'est pas forcément d'un père ou d'une mère, mais c'est d'un papa ou d'une maman, c'est pas la même chose, c'est-à-dire d'un adulte qui saura le protéger. Alors en général, c'est le papa et la maman, parfois ce sont d'autres adultes. Hein, et je terminerai par un peu une colère, en tout cas, oui, une colère. Hein, c'est qu'en France, aujourd'hui, lorsqu'on condamne d'ailleurs assez rarement, hein, des auteurs de violences incestueuses, c'est une fois que ces personnes ont terminé, ont purgé leur peine, souvent on demande à l'enfant de reprendre des contacts avec cet auteur, comme si la peine de prison avait effacé les choses. Vous voyez, et là on est dans une forme d'idéologie familiale. On ne sera jamais mieux qu'auprès de son père et de sa mère. Or, dans les histoires d'inceste, c'est le contraire. Hein, on n'est jamais plus mal auprès de son père ou de sa mère incestueuse. Voilà, j'étais un peu long, un peu plus long que prévu, mais c'est toujours comme ça. Et puis, gardons du temps précieux pour échanger, pour entendre vos réactions. Voilà ce que ça provoque. Il y a un deuxième micro. Oui, bonjour et merci. Je voulais savoir s'il y a des études qui ont été faites, s'il y a un parallèle entre inceste et violence physique sur les enfants. Alors, plusieurs façons de répondre à votre question. Quand il y a de l'inceste, il y a à la fois des violences physiques et à la fois des violences psychologiques, puisque l'inceste combine des violences sexuelles, des violences physiques et des violences psychologiques. La deuxième chose qui me vient en vous écoutant, c'est, ça me semble important de le dire parce qu'on n'a pas forcément cette représentation, c'est dans les familles où il y a des violences conjugales, où s'exerce de la violence conjugale, donc il y a de la violence là. Il y a de la violence sur les partenaires, sur le partenaire, une violence intime. Il y a un risque beaucoup plus important pour les enfants qui vivent dans les familles où s'exerce de la violence conjugale d'être victimes d'inceste. Hein, il y a 30% de risque des enfants de subir de l'inceste. Donc on voit bien que, en fait, on est en train de parler de familles où les liens au sein de la famille sont des liens violents, physiquement, psychologiquement et éventuellement sexuellement. Je voulais savoir si aujourd'hui la tendance de l'inceste est plutôt en hausse ou en baisse, et s'il y a des milieux sociaux qui favorisent l'inceste. Je commence par la deuxième question. L'inceste, on le retrouve dans toutes les catégories socio-professionnelles. Voilà, hein, des fois je dis que l'inceste, c'est la violence la plus démocratique. Vous voyez un peu le trait d'humour, hein, le léger décalage, dans toutes les familles, effectivement. Mais votre question, elle est fondamentale, parce qu'on a longtemps voulu croire, c'était plus pratique, que ça n'arrivait que chez les plus pauvres. Alors, effectivement, on le retrouve dans toutes les catégories socio-professionnelles. Ça, c'est une évidence aujourd'hui. Votre première question, c'était ? Si la tendance est en hausse ou en baisse. Oui. Oui. Alors, c'est très compliqué parce que
le recensement des situations d'enfants victimes d'inceste, on a bien du mal à le faire dans les départements parce qu'on ne mesure pas les choses de la même façon. On voit aujourd'hui beaucoup plus de dépôts de plainte sur des violences sexuelles faites pour enfants. Ce qu'on a du mal à mesurer, c'est est-ce qu'il y en a plus ou est-ce que tout simplement le travail qu'on fait aujourd'hui, par exemple, va permettre de mieux l'entendre, de mieux le détecter et de porter les choses sur la place publique. Il me semble, et ce que je partage avec d'autres collègues dans des recherches, c'est que j'aurais tendance à penser qu'il y avait beaucoup plus d'inceste il y a 100 ans. On n'en parlait pas, c'était pas pénalisé de la même façon, et il suffit de s'en détourner. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, l'inceste, ça existera toujours, mais vraiment le fait d'en parler fait que les chiffres augmentent. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que l'inceste augmente, mais il est là, présent. 160 000 enfants, c'est le titre de tract d'Édouard Durand, 160 000 enfants sont victimes d'inceste chaque année. En France, c'est 1 toutes les 3 minutes. Donc faites le calcul, on va travailler ensemble 2 heures. Combien d'enfants, effectivement, vont être victimes d'inceste? C'est pas pour c'est pas pour faire de l'émotion pour l'émotion, c'est juste pour mesurer l'importance de ce sujet. Il y avait des questions. Bonjour. Vous avez dit à un moment que vous accompagniez des auteurs d'inceste. Quelle est leur parole? Que disent-ils? Comment expliquent-ils? Ou est-ce qu'ils n'expliquent pas? Là, il nous faut 6 mois pour travailler ensemble sur ces questions. Alors, je vais essayer d'y répondre en 2 minutes. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, il y a 2 types d'auteurs. Il y a l'auteur qu'on appelle, sur le plan psychiatrique, le pervers. Alors le pervers, c'est pratique pour nous, c'est celui qu'on entend parler aux 20h. Quand il y a une grosse histoire, on nous montre toujours que c'est un pervers, et c'est vrai que c'est un pervers. Alors le pervers, c'est assez facile, c'est quelqu'un qui, on peut dire, qui est très différent de nous, parce qu'il ne considère pas l'autre comme un autre, comme une personne, et il se repaît des autres. Voilà. Le pervers, c'est celui qui prend l'enfant et le dévore, voire même il peut dévorer les adultes. Contrairement à ce qu'on pense, la grande majorité des auteurs d'inceste ne sont pas forcément des pervers, sont plutôt des gens comme moi et comme vous, mais avec quelque chose en plus ou quelque chose en moins. Ce sont des gens qui ont une très 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 grande immaturité affective et sexuelle. Et du coup, ils utilisent leurs enfants, leurs petits-enfants, pour vivre finalement des relations, je parle des relations, c'en est pas dans l'inceste, mais ce que eux imaginent être des relations affectives et sexuelles. Donc il y a 2 types d'auteurs, celui qui détruit l'autre pour son plaisir et sa propre jouissance, et celui qui commet l'inceste parce que il a un corps d'adulte, mais avec une tête de nourrisson. C'est du sport que de donner le micro. Merci. Alors, comment vous pouvez expliquer l'inceste entre frères, entre cousins? Oui. Il est où là le profil du jeune de 13 ans qui va agresser sexuellement sa petite sœur de 10 ans? Alors, dans l'inceste au sein de la fratrie en particulier, on parlait de cousins, mais au sein de la fratrie, alors ça c'est une évidence, il n'y a aucun enfant ou aucun adolescent qui commet des actes incestueux auprès de son frère, auprès de sa sœur, auprès de son cousin, sans qu'il y ait dans la famille, ici, maintenant, ou dans les générations précédentes, d'autres histoires d'inceste. Tous les enfants qui commettent de l'inceste à l'endroit du frère et de la sœur vivent dans un milieu incestueux, où il y a déjà eu d'autres passages à l'acte. En fait, l'enfant, le frère ou la sœur qui commet de l'inceste sur son frère et sa sœur, en fait, nous révèle qu'il y a de l'inceste ailleurs. Voilà, et qu'il est tellement perdu dans sa tête et dans son corps qu'il est contraint de commettre l'inceste. C'est toujours l'indicateur qu'il y a de l'inceste ailleurs. Vous parliez de l'inceste comme un monde du silence, mais
pour repérer les symptômes, c'est difficile. Donc, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu quels peuvent être ces symptômes? Alors les symptômes, ils sont multiples et variés. Donc je vais vous parler de quelque chose qui est de l'ordre du 100%, c'est-à-dire un repère fiable. C'est quoi ce repère fiable? C'est lorsqu'un enfant, quand je parle d'un enfant, je parle bien d'un enfant avant la puberté, donc 11 ans, 12 ans. Lorsqu'un enfant, cet enfant, il peut avoir 3 ans, il peut avoir 4 ans, il peut avoir 8 ans, il peut avoir 10 ans. Lorsque par exemple un petit enfant de 6 ans se met sur un autre enfant de 6 ans, hein, il le couche par terre, il se met sur lui, et il fait quoi? Il mime un acte sexuel. Il n'est pas en train de jouer au docteur, il mime un acte sexuel. C'est clair, on le voit. C'est un acte sexuel, c'est un coït sexuel. Un enfant de 6 ans qui fait ça, c'est assurément que cet enfant a été exposé à de la sexualité. Parce qu'il ne pourrait pas faire ça s'il ne l'avait pas rencontré, cette sexualité. Une petite fille, un petit garçon de 6 ans qui est à l'école, ou 5 ans, qui a 4 ans, ou qui a 8 ans, et qui dans la cour de récréation se met à crier, mais ce sont en fait des cris d'orgasme, il n'y a pas photo là-dessus. Si cet enfant crie, simule des bruits d'orgasme, c'est quoi? C'est que sans aucun doute, il a été, alors, le mot que j'emploie c'est effracté, je sais qu'il n'est pas français, mais vous voyez, c'est-à-dire qu'il a été exposé, donc, par de la sexualité adulte, mais pas exposé une seule fois. C'est-à-dire soit il a été blessé dans son corps, soit tous les jours on le contraint à voir des supports pornographiques, soit les parents ont une sexualité pour lesquelles ils ne prennent aucune précaution et l'enfant voit ça toujours. Donc l'un des signes, effectivement, ces signes-là sont des signes spécifiques. Et puis permettez-moi peut-être là plutôt de parler de prévention. Alors là, en parlant de ça, je me dis qu'on va discuter jusqu'à 20h, mais c'est quoi la prévention? Je vous l'ai dit plusieurs fois, la prévention, c'est dire que l'amour idéal entre enfants et parents, c'est l'amour qui permet la séparation. C'est donner à son enfant pas plus que nécessaire. Alors je fais un petit tour, j'en ai parlé hier ou avant-hier déjà, et j'en reparle au jour d'aujourd'hui. Un enfant, pour bien grandir, il a besoin de quoi? Qu'on lui donne à manger, il a besoin qu'on l'aime, qu'il est beau, qu'il est intelligent, voilà, et il a besoin aussi de bisous et de câlins. D'ailleurs, c'est pas que le bébé, c'est nous tous tout au long de notre vie. Mais il a besoin de câlins et de bisous, qui soient des câlins et des bisous chastes. Or, depuis quelques années, c'est pas nouveau ça, mais on voit des parents embrasser leur enfant sur la bouche. Je ne suis pas en train de dire, rassurez-vous, que si c'est votre cas, vous êtes des parents incestueux. Mais je suis en train de vous dire que si vous faites cela, vous créez un trouble qui n'est pas nécessaire. Je vais le dire plus simplement, l'enfant pour bien grandir, il a besoin d'un bisou et d'un câlin. Il a besoin d'un bisou, il n'a pas besoin d'un bisou sur la bouche. Ça vous cause? Il a besoin d'un bisou là, là éventuellement, un bisou d'esquimau, je ne sais pas. Hein, mais il n'a pas besoin d'un bisou sur la bouche. Vous êtes d'accord avec ça? Qui en a besoin par contre? C'est celui qui le prodigue. Donc conseiller à celui qui fait un bisou sur la bouche d'aller trouver un autre partenaire de son âge, même si c'est difficile à trouver parfois, excusez-moi, hein, mais ne pas se payer sur l'enfant. Je le dis de façon un peu directe, donc ça ne fait pas de nous forcément un parent incestueux, mais ça fait de nous. Ça crée du trouble, absolument. Or, l'éducation la meilleure, c'est celle qui ne crée pas de trouble. Chacun à sa place. Donc finalement, quand on rencontre parents qui embrassent leur enfant sur la bouche, je crois que ça serait important de dire, avec un peu d'humour, oh bah tiens, ça c'est bizarre, c'est un bisou d'amoureux ça. Vous voyez, l'humour des fois est très, très intéressant pour remettre les choses à leur place. Et ça s'appelle, moi c'est ce que j'appelle une forme d'indignation douce. Oh bah c'est bizarre ça quand même. C'est pas juste de le faire comme ça, hein. Non, je le fais avec les deux mains, mais voilà.
Bonjour. Je voulais reparler un petit peu de ce que vous aviez dit avant sur des personnes qui font de l'inceste sur sur des enfants. Vous disiez que c'était aussi des personnes qui avaient subi de l'inceste. Et moi, j'avais lu il y a longtemps un livre qui disait, enfin, une personne disait que c'était aussi qu'en fait, chaque enfant à la puberté a aussi beaucoup de questions, se poser énormément de questions sur la sexualité. Et quasiment tous les enfants vont commettre de petits attouchements ou des choses voilà, sexuelles. Et en fait, ça, si dans le sein d'une famille, il y a le tabou de la sexualité, si c'est pas parlé, du coup, l'enfant va jamais parler jamais parler de ça, et il va pas savoir que c'est quelque chose d'interdit. Et aussi, les enfants qui ont subi des actes comme ça aussi, si dans la famille c'est pas vraiment parlé, ils vont jamais en parler. Et voilà, du coup, je voulais savoir si c'était le cas aussi. Ça. Merci. Il y a plein de boîtes dans votre question. C'est une question avec plein de questions. Ah oui, mais j'ai plein de questions en fait. J'ai bien vu. Enfin, j'ai surtout entendu. Alors, je vais essayer d'ouvrir les boîtes. Peut-être, je suis désolé, il y a des boîtes que je vais pas voir. Ce qui est tabou, c'est pas dans la famille de parler de la sexualité en général. La sexualité en général, on peut en parler dans une famille. D'ailleurs, il y a des livres qui nous aident à parler de ça. Il y a des albums jeunesse extrêmement bien faits. Voilà. Mais ce qu'on ne va jamais parler dans une famille, c'est de ma sexualité. C'est par exemple cette maman, sa fille a 14 ans. Peut-être que sa fille a 14 ans ou à 15 ans, elle a sa propre sexualité. C'est pas parce que ma fille a une sexualité que moi, en tant que maman, je vais parler de ma sexualité. Et par contre, je vais parler avec ma fille de la sexualité, qui peut être de qu'est-ce que c'est que l'amour, la contraception. D'accord ? Parler de la sexualité, c'est pas parler de ma sexualité. Ça, c'est fondamental. Donc on peut parler de sexualité en famille. Après, tout dépend si on est à l'aise ou pas, mais on ne parlera jamais de sa sexualité. Jamais, jamais, jamais. Alors peut-être je vais être plus précis. Nous sommes tous là aujourd'hui, ça veut dire que nos parents ont au moins eu un rapport sexuel. On leur prête peut-être au moins 2, non, un pour nous faire. On le sait, on est tous adultes, on a tous une sexualité, mais c'est irreprésentable cette affaire-là, c'est en cause. N'essayez pas d'avoir une image de vos parents en train de vous faire. Vous allez piquer une crise d'angoisse, et je n'ai pas assez de lysanxia pour chacun. C'est irreprésentable. Voilà. Donc le tabou de l'inceste, il est là, on ne peut pas se représenter, on ne doit pas se représenter, ni essayer de voir ce que nos enfants ou nos parents font dans la sexualité. L'autre partie de votre question, qui était la première partie, me semble-t-il, moi je me porte en faux par rapport à ça, enfin par rapport à ce livre que vous avez lu en tout cas, parce que, oui, à l'adolescence, il y a une poussée pubertaire, hormonale, ça s'agite de partout, ça s'ajoute de partout, mais quand on va bien, quand on a grandi dans une famille où les limites avaient bien été posées, on n'a pas de pulsion sexuelle vers nos frères et vers nos sœurs. Ça se joue à l'extérieur, avec nos pères, PIRS. Si jamais ça se joue à l'intérieur, c'est qu'à mon avis, il y a quelque chose qui a été mal posé, quoi. Parce que justement, le tabou de l'inceste, il fait que nos pulsions sexuelles, tout à fait normales, elles se tournent vers l'au-delà familial, et pas à l'intérieur du climat familial. Donc, il faudrait revoir cet ouvrage et ce qu'il dit vraiment. J'avais une question sur la pédophilie. C'est le même procédé ou moi j'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans leur tête. Le pédophile, il n'a pas forcément été violé quand il était enfant. Alors, votre question, vous avez tous entendu la question de madame, la question de la pédophilie. J'en ai pas parlé parce que finalement ça n'a rien à voir avec l'inceste. Alors, c'est très important ce que vous dites, mais justement ça me permet de vous remercier de votre question, c'est important. La très 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 grande majorité
des auteurs d'inceste ne sont pas des pédophiles. C'est-à-dire qu'ils vont dévorer leur enfant, sexuellement et psychiquement, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais ils n'ont pas d'attirance sexuelle pour les enfants. Et la plupart des pédophiles, c'est-à-dire ceux qui ont une attirance sexuelle pour les enfants, ne commettent pas d'inceste, ne commettent pas des violences sexuelles sur leurs enfants, ne sont pas incestueux. Donc en fait, ce sont deux choses qui sont vraiment complètement différentes. C'est pour ça que je me suis permis d'expliquer tout à l'heure, mais c'est tellement complexe. C'est pas complexe intellectuellement à comprendre, c'est complexe émotionnellement à comprendre. C'est que l'inceste, c'est, on en a tous une représentation et elle est vraie, c'est une violence sexuelle faite sur son enfant, mais c'est plus grave que ça encore, c'est l'impossibilité de reconnaître l'enfant comme un enfant. Or, le pédophile, il reconnaît les enfants comme les enfants parce que pour eux, c'est des objets sexuels. Donc, ce sont deux choses tout à fait différentes. Vous avez parlé de symptômes asymptomatiques pour les victimes justement de l'inceste. Alors, dans une classe d'élèves, on en a donc à peu près 2-3 qui sont concernés. Et il est délicat, me semble-t-il, de pouvoir... Enfin, on a toujours ce stress quelque part, puisqu'on se dit, ils sont là, mais comment puis-je les aider si je ne peux absolument pas les identifier en quelque sorte? Ces symptômes-là asymptomatiques, qui sont un petit peu... est-ce que vous avez des petits fils, quelque chose pour aider à pouvoir, ne serait-ce qu'approcher ces victimes-là, tout en douceur, bien évidemment, pour pouvoir apporter un réconfort ou une réparation, ça serait beaucoup trop ambitieux, mais pouvoir déjà libérer un petit peu le secret dévorant? C'est une question. Ben, j'essaie d'être à la hauteur de vos questions, mais alors, vous avez raison, hein, je ne me souviens plus en avoir parlé, mais du coup, je dis forcément. Ah, c'était sur une diapo. Oui, c'est ça, je ne l'ai pas nommé. C'est pour ça que je le disais. Oui, je n'ai pas dit tout ce qui était écrit. Alors, effectivement, vous avez bien lu, il y a des enfants qui vont être victimes d'inceste et qui vont souffrir, hein, bien entendu, mais qui rien ne va se voir. Voilà. Ça, c'est possible. Alors là, on est bien embêté parce que tant que rien ne se voit, voilà, ce sont des signes tellement discrets qu'il faut vraiment être formé pour l'identifier. Donc là, ça m'est très difficile de répondre à votre question parce qu'il faudrait passer une journée pour étudier tous les signes, les petits et les plus petits. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est que quand on travaille auprès d'enfants, en général, quand quelqu'un a vu quelque chose qui l'a un peu troublé, un petit signe, qui isolément ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, on l'a entendu, c'est vraiment, si on peut, c'est de se réunir avec tous les adultes qui connaissent l'enfant. Parce qu'en général, à ce moment-là, il y a un adulte qui a vu quelque chose, un petit truc, puis il y en a un autre qui a vu autre chose, puis il y en a un autre qui a vu autre chose. Et à ce moment-là, quand on met tous ces petits signes, a priori anodins, les uns à côté des autres, on passe d'un tableau impressionniste à quelque chose qui commence à prendre une forme. Donc de l'importance à travailler et la nécessité de travailler ensemble autour d'un enfant. Rester tout seul, c'est quelque chose... Enfin, oui, c'est important effectivement d'appeler de l'aide, de demander aux collègues quand on en a, effectivement, si les questions qui sont les nôtres sont des questions que se posent aussi nos pères. Oui, merci. Mais comment dire, lorsque, voilà, je pose autrement peut-être ma question, est-ce que des victimes éventuelles d'inceste peuvent être des collégiens très timides, renfermés, parfois harcelés, moqués, un peu à part, qui ne se mêlent absolument pas aux autres, voire qui tombent dans la phobie scolaire, totalement.
Ben, Merci. vous en connaissez un rayon, je crois que tout ce que vous dites c'est très juste. Il y a beaucoup, alors c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été victimes d'inceste qui ont un peu le profil que vous décrivez. Hein, des enfants qui d'un seul coup vont se replier sur eux-mêmes, qui vont avoir ce qu'on appelle des phobies scolaires. En fait, c'est pas vraiment une phobie de l'école qu'ils ont, c'est qu'ils sont tellement angoissés qu'ils n'arrivent plus à sortir de chez eux. Hein, on appelle ça une phobie scolaire, mais c'est pas une phobie scolaire. D'ailleurs, c'est pas qu'à l'école qu'ils n'arrivent plus à aller, ils n'arrivent plus à aller au club de sport, ils n'arrivent plus à aller. Donc vous nous décrivez, je ne vais pas reprendre, votre description est très précise, ça peut nous faire penser à des enfants victimes d'inceste. Mais on a aussi des enfants qui peuvent avoir les mêmes signes sans être victimes d'inceste. D'où la difficulté. D'où la difficulté, mais d'où du coup la nécessité d'en échanger à plusieurs pour du coup. Et puis alors je vais aller plus loin. Si à un moment donné il y a plein de signes quand même qui cumulatifs sont très inquiétants et qu'on n'est pas assez formé parce que vous connaissez les enfants, mais vous n'êtes pas une spécialiste de la protection de l'enfance. À ce moment-là, on a plein de signes qui nous inquiètent. On en a parlé entre collègues, on identifie ces signes. Et puis on en a parlé aux parents, et puis on ne sait pas bien, et l'enfant va de plus en plus mal. Et bien là, la loi, elle nous dit quoi? Je le fais un peu vite. La loi, elle nous dit, nous faisons à ce moment-là un signalement ou une information préoccupante. Pour que des adultes, des adultes bien sûr, mais des professionnels mieux formés que nous et spécialisés à identifier les signes les plus fins, puissent vérifier si notre alerte est fondée. À ce moment-là, nous alertons, ça s'appelle une information préoccupante, c'est une alerte, et à ce moment-là, il y a des services spécialisés qui vont, eux, faire aller un peu plus loin que nous. Et nous, on aura alerté au moins, et puis après, ces services vont vérifier si notre alerte est fondée ou pas fondée. Si elle n'est pas fondée, tant mieux. Si elle est fondée, on a bien fait, effectivement, de passer le relais. Une dernière question, et puis on va faire la projection d'un court-métrage qui sollicitera peut-être aussi quelques réactions. Madame, juste derrière, voilà. Vous pourriez aussi rappeler la loi pour un non-signalement, s'il vous plaît. La loi pour Pour un non-signalement, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il il peut y avoir des sanctions pour justement un professionnel ou un enseignant qui n'aurait pas, un enseignant ou autre, Ah oui. j'imagine, qui n'aurait pas signalé? Alors, oui, bien sûr. D'abord, cette loi, elle est la même pour tout citoyen. Elle est encore plus impérative pour les professionnels. C'est dès lors qu'une personne est informée qu'un enfant est en danger, ou qu'elle pense qu'un enfant est potentiellement en danger. D'accord? Penser qu'un enfant est potentiellement en danger, elle doit prévenir les autorités compétentes. Alors, j'ai rajouté un numéro qui est extrêmement important, c'est le 119. Quand on pense qu'un enfant peut être en danger, on est citoyen, et dans la maison d'à côté, on entend des cris en permanence, des insultes sur les enfants. Ça dure, ça fait longtemps, c'est très violent, et on n'ose pas intervenir parce que ses parents, on en a très très peur, on n'a pas envie de se faire casser la figure. Et c'est logique, on ne vous demande pas d'intervenir à la place des forces de l'ordre. On a quand même des signes d'inquiétude majeure, on ne peut pas les vérifier, et on n'a pas la légitimité, nous, en tant que citoyens, d'aller vérifier. Donc on a des signes forts d'inquiétude que les enfants puissent être en danger, on n'en a pas la certitude. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le 119. C'est le numéro, c'est le service, c'est le numéro Allo Enfance en danger, hein, qui va effectivement d'abord vous donner des conseils sur ce qu'il faut faire éventuellement, et qui va prendre le relais pour aller vérifier via les services départementaux si cet enfant est en danger. Donc on a une obligation effectivement d'alerter. Et ce 119 aujourd'hui, aujourd'hui c'est depuis 1989, permet à tout citoyen, même s'il se sent en danger, de pouvoir quand même protéger les enfants. Y compris les enfants. Oui, y compris les enfants. Oui, bien sûr, tout à fait. Et le 119, il a aussi été créé pour les enfants et les adolescents. C'est-à-dire effectivement, les enfants et les adolescents peuvent aussi appeler. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'ados qui appellent le 119, pour eux-mêmes ou pour les copains ou les copines. La lumière va se baisser, c'est normal.